Sans plus attendre, on passe à la soirée avec nos deux invités. Alors, on peut dire que quand même, les voyants sont au rouge en ce moment, du point de vue de la sédentarité de la jeunesse. Et d'ailleurs, il y a une dernière étude là, de l'ANDES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire de l'environnement, qui dit que 66% présentent un risque sanitaire important. 2 heures d'écran en moyenne et 60 minutes maximum d'activité physique par jour. Alors, le ministère de l'Éducation de la jeunesse et des sports, puisque maintenant, clairement, on est fusionné, donc c'est aussi important de le souligner, pour répondre médiatiquement à cette question-là, mais pas qu'aujourd'hui, hein, dans ces on va dire, ces derniers mois, a mis en place 2 dispositifs, 2 S2C, et puis 30 minutes par jour de bouger 30 minutes. Il n'a pas du tout choisi de renforcer l'éducation physique et sportive et préfère de créer la concurrence avec d'autres temps, avec le monde sportif et associatif à l'intérieur même de l'école. Alors, l'éducation physique et sportive en tant que discipline d'enseignement, elle pourrait répondre à ces défis, mais elle n'est pas sollicitée et semble, à la lecture de ces programmes et de ces référentiels, s'enfermer dans un formalisme pour se démarquer du sport, plutôt que de chercher des synergies. La peur de se voir substituer sa place dans l'école ne parvient pas non plus à concilier à la fois des savoirs ambitieux et une contribution à des grandes idées plus générales, par exemple, comme des valeurs éducatives pour aussi contribuer à tout ce qui est la démocratisation de l'activité physique tout au long de la vie. Alors, sans plus attendre, je voudrais, pour lancer cette soirée, donner la parole à Mickaël Attali. Dans un article, Mickaël, tu dis le sport ne pénètre pas l'éducation physique et sportive, mais nourrit la discipline. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu entends par là? Oui, alors d'abord, avant de répondre à ta question, je voudrais saluer tous les collègues qui sont présents. Là, je vois qu'ils sont quand même assez nombreux. Mets ton micro, Mickaël. Mets ton micro. On ne t'entend pas. Pourtant, j'ai le micro qui est activé. Vous ne m'entendez pas? C'est bizarre parce que normalement, il y a tout qui marche. Ouais, a priori. C'est bon. Ah oui, d'accord. C'est moi qui n'ai pas monté le son, donc tout va bien. Ouf. Donc oui, voilà. Je voudrais déjà saluer tout le monde, comme je le disais, puisque je vois qu'il y a pas mal de monde qui est connecté. Et puis, remercier le SNEP, et notamment Christian et Bruno d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Ça nous a conduit à pas mal d'échanges, parce qu'évidemment, certains le savent, j'ai une histoire un peu personnelle avec le SNEP au début de ma carrière, puisque mes premiers travaux de recherche ont porté sur cette organisation, et forcément, j'ai toujours une certaine sensibilité à l'égard du SNEP. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, souvent, quand on parle du sport en éducation physique, quand on lit un petit peu ce qui a été produit depuis maintenant un petit moment, souvent le sport est appréhendé un peu comme un danger, comme si c'était quelque chose qui rentrait dans l'éducation physique et qui amenait à la bouleverser, à créer des formes de transgression et la mener sur des chemins de traverse. Or, quand on étudie un petit peu les choses avec nuance et précision, et on constate que le sport depuis longtemps fait partie de l'éducation physique, de son enseignement, et moins qu'une tentative de pénétrer un secteur desquels il était exclu, c'est les enseignants, c'est les enseignants et les acteurs, on va dire au sens large du terme de l'éducation physique, qui se sont saisis de cette pratique pour en faire un outil d'enseignement, pour répondre à un certain nombre de finalités qui étaient poursuivies. Et l'histoire nous montre véritablement que l'éducation physique s'est vraiment appuyée sur le sport comme étant une véritable opportunité et pas véritablement comme étant un danger au-delà des discours convenus que l'on peut trouver ici et là. Je crois que c'est vraiment un point important, et un point important surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, puisqu'on voit bien depuis quelque temps un certain nombre de voix qui s'élèvent pour pointer un rapprochement excessif ou une confusion entre sport et éducation physique. Donc je crois qu'on va y revenir dans quelques minutes. Mais je crois qu'il faut réfléchir à cette question-là de manière imbriquée, de manière complémentaire,
et pas forcément opposer éducation physique et sport, en mon sens. Merci. Christian, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un commentaire? Tu as publié récemment un article dans la revue La Pensée, hein, qui se nommait À l'école du sport. Toi, par rapport à ce commentaire, est-ce que tu as une remarque? Est-ce que ça te suggère quelque chose, cette idée-là? Bah, plus qu'une remarque, si on a 3 ou 4 heures devant nous, on peut peut-être commencer à en parler. Non, il y a plusieurs choses que cette formule provoque chez moi comme type de réflexion. La première, c'est une question tout simplement de définition. Je trouve qu'on utilise le terme le sport de façon un peu générique et sans trop savoir bien ce que ça veut dire. Il y a des définitions qui ont existé dans les années 70, notamment celle de Parleva, etc., qui correspondaient à une réalité, mais qui aujourd'hui est complètement transformée. C'est-à-dire qu'on utilise le sport pour parler de beaucoup de choses. On parle du sport pour parler du sport, évidemment du sport qui est encadré dans les fédérations, mais les pratiques non encadrées sont aussi du sport d'une certaine manière. Les collectivités territoriales font pratiquer du sport. Et puis surtout, dans le langage courant, les jeunes, le public, on va dire, utilisent le terme sport pour parler de façon extensive de l'activité physique. Voilà. Dans les questionnaires et dans les enquêtes qui sont faites sur les pratiques sportives aujourd'hui, les gens placent en un une pratique sportive qui est la marche. Bon, c'est une pratique sportive. Donc voilà, donc la première chose, c'est voilà, de me dire, mais finalement, quand on dit le sport pénètre-t-il l'éducation physique, je dirais d'une certaine manière, le sport, non seulement il pénètre, mais il englobe l'éducation physique. L'éducation physique est une partie, je dirais, du sport d'aujourd'hui, tel que défini, en tout cas, par ce type de choses. Et le sport ne se résume pas, ou pas plus, à la question uniquement du sport encadré. En tout cas, je parle du langage courant et du langage usuel. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Mais je voudrais juste, quand même, deuxième réflexion, faire un parallèle pour problématiser peut-être. Imaginons ça dans une autre discipline. Je vais prendre une discipline qui peut être proche de nous. Est-ce qu'on dirait, par exemple, la musique ne pénètre pas l'éducation musicale, elle la nourrit? On se dirait, mais tiens, il y a un problème, parce que si la musique qui correspond au sport, là pour le coup chez nous, ne pénètre pas la discipline éducation musicale, ça serait un véritable problème. Donc, voilà, moi je me dis, aujourd'hui, non seulement le sport et les arts corporels, parce qu'on parle du sport aujourd'hui, mais on a une autre dimension dans nos champs culturels qui sont les arts corporels, non seulement ils pénètrent, mais ils nourrissent évidemment la discipline, mais en plus ils en sont constitutifs. Si on regarde aujourd'hui les définitions qui continuent à avoir cours sur ce qu'est l'éducation physique, c'est constitutif. C'est-à-dire l'initiation à la pratique sportive, par exemple, est encore écrite, l'initiation au plaisir de la pratique sportive est encore écrite, par exemple, dans les programmes du collège de 2015. Donc, je dirais que c'est constitutif. Et en fait, je prends moi la formule de Michael, finalement, pour dire une chose qu'il faut sans doute dire, et tu me diras, Michael, si ça correspond un petit peu à ça, mais moi je le lis un petit peu comme ça, c'est dire une chose finalement qui est relativement simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalque aujourd'hui des pratiques sociales, il n'y a pas de décalque quand elles passent à l'école, c'est-à-dire on ne reproduit pas de manière exactement identique ce qui se passe dans les pratiques sociales et ce qui se passe à l'école. Il existe entre les deux un phénomène qu'on a déjà bien étudié, qui s'appelle le phénomène de transposition didactique, et qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de trouver de nouvelles formes. Donc, pour enseigner, pour faire apprendre, etc. Donc, je pense que, moi, derrière cette formule, je lis ça, c'est-à-dire que c'est pas voilà, il n'y a pas de transposition, il n'y a pas un décalque. Et puis, je termine par une autre réflexion. Peut-être un pied de nez, ou si on utilise des termes plus savants, un renversement dialectique. Est-ce qu'on s'est posé la question de la façon dont l'EPS a pénétré
et nourrit le sport. C'est-à-dire que par ses enseignants, avec ce qu'ils étaient, parce que l'éducation physique a produit comme type de production, effectivement, de situations, d'apprentissage, de conception, etc., finalement, et d'ailleurs, je pense que là aussi, j'interroge l'historien, si on regarde sans doute un petit peu, on s'aperçoit que finalement, l'éducation physique a beaucoup nourri le mouvement sportif, en tout cas les pratiques sportives dans les clubs, et que tout un tas de trouvailles et tout un tas de choses se trouvent aujourd'hui dans les clubs comme faisant partie de la formation globale des jeunes. Donc voilà, la formule m'amène un petit peu à ces réflexions. Pour l'instant. Alors, Michael, peut-être parce que Christian, finalement, il renverse ta formule. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Ah, mais moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christian. On peut prendre deux exemples, hein, effectivement, parce que en plus, ça permet aussi de s'interroger sur le sens que peut avoir l'éducation physique. Quand on regarde en particulier la plupart des profils des entraîneurs, au moins jusqu'aux années 2000, que ce soit en handball, dans le domaine de l'athlétisme ou dans d'autres activités, bon, on constate que la très grande majorité sont des profs d'éducation physique. Donc effectivement, non seulement le sport a nourri, a enrichi l'éducation physique, mais l'éducation physique a également participé à irriguer le monde sportif, peut-être à amener un certain nombre de démarches plus rationnelles, des projets à long terme qui ont véritablement donné un sens au développement du sport. Le deuxième point auquel je tiens beaucoup, c'est qu'effectivement, bien souvent, on a tendance à se gargariser sur le fait que, en particulier dans les années 60, 70, la France se met au sport. On a une vague sportive qui s'abat sur notre pays, sans véritablement en retracer le processus. Et l'un des boulots de l'historien, évidemment, c'est de travailler sur le temps long, en fait. Et donc, le temps long implique les processus. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que, effectivement, on constate que le sport s'implante sur le territoire dans ces années-là, dans les années 60 et 70, mais sans le volontarisme des enseignants d'éducation physique, à partir des années 40, ce volontarisme qui a fait du sport un objet d'éducation, qui a permis à des élèves d'accéder à des pratiques sportives auxquelles jusque-là ils en étaient exclus. Sans ce volontarisme-là, ces élèves qui deviendront adultes au début des années 60 n'auraient jamais disséminé le sport à très grande échelle comme on peut le constater. Parlons du rôle de l'association sportive. On sait bien que l'association sportive, née au début des années 30, mais prend véritablement son envol à la Libération en 1945 avec le décret de 1950. Et là, on voit un déclenchement du désir sportif à l'échelle scolaire qui va évidemment avoir des répercussions au plan social. Donc indiscutablement, l'éducation physique dans l'histoire a eu un rôle majeur dans cette dissémination, dans ce développement. On peut continuer. Je ne crois pas qu'on aurait connu un tel développement des pratiques de plein air et des pratiques urbaines dans les années 70-80 sans que ces jeunes adultes aient des prérequis qu'ils ont développés à l'occasion de leur cours d'éducation physique. Donc encore une fois, l'éducation physique est un levier majeur de transformation sociale. Et je crois que l'une des questions à se poser aujourd'hui, effectivement, c'est quelle est la contribution de l'éducation physique aux transformations sociales telles qu'elles peuvent se dessiner ou de la manière dont on peut les envisager dans les prochaines décennies. Et je crois que le défi, comme les questions que l'on doit se poser, doivent intégrer cette problématique-là, cette dimension-là. Alors pour continuer à dialoguer avec tous les deux, alors on a préparé l'émission, on a demandé, alors on a un passionné de la radio, Christopher Vettori, qui a fait un micro-EPS dans son établissement scolaire et il a posé la question à des agents, à des profs, à des élèves, mais finalement, à quoi sert l'éducation physique et sportive? C'était un peu la question
que j'aimerais après vous poser à tous les deux. Donc, on va écouter le premier micro EPS de Christopher Vettori. À quoi sert l'EPS à l'école? Coopérer ensemble, c'est un très bon défouloir et un exutoire. Et puis surtout, il respire le bon air. Ça permet de rendre les gamins plus dynamiques, plus motivés, et puis ça leur permet de travailler. Ça sert vraiment à épanouir l'élève, à lui donner l'esprit de camaraderie, justement. Il est Former les citoyens. C'est bon? Canaliser leur énergie, parce qu'on sait qu'ils en ont beaucoup au collège, et c'est utile à la fois en tant que discipline pour leur apprendre à se servir de leur corps correctement, et aussi pour les autres disciplines pour avoir un peu plus de calme. Travail d'équipe, entraide, endurance. travailler le goût de l'effort, la solidarité et sur l'hygiène de vie. Bien être dans sa tête, le sport c'est très important. C'est quelque chose qui nous donne un équilibre pour toute la semaine, pour que ça se passe très bien dans la classe, pour l'ensemble de l'établissement, je veux dire. Ça sert à faire du sport, avoir une bonne énergie, garder la ligne. Garder la condition physique. Pour moi, le PS, ça sert à bien augmenter sa moyenne et bien se dégourdir les jambes. Sans le PS, je pense que j'aurais jamais fait de sport dehors. À maigrir. C'est la vie de tous les jours. Si on ne fait pas de sport, on ne pourra pas être bien. Genre, je ne sais pas comment vous dire, monsieur. Genre, le PS, c'est tout. Avoir de l'endurance et apprendre le sport. Merci. Alors, peut-être, Michael, à travers ce cours micro EPS, on voit quand même une grande diversité de réponses, mais qui doivent beaucoup résonner pour toi à travers l'histoire sur différentes finalités que l'éducation physique et sportive a pu embrasser, on va dire, sur les 80 dernières années. Alors, qu'est-ce que ça te suggère? Quels commentaires sur l'EPS d'hier, d'aujourd'hui, de demain? Alors, vaste question. Tout à l'heure, Christian posait la question si on avait 4 heures. Moi, j'ai posé la question si on a la nuit. Alors, je vais être très modeste pour répondre à cette question. Alors, déjà, le micro-trottoir là, que vous avez fait, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il nous permet de mesurer l'hétérogénéité des réponses et donc la manière dont les gens se projettent sur l'éducation physique et sur le service ou sur les services qu'elles peuvent leur rendre ou qu'elles peuvent rendre à la collectivité. Et effectivement, alors je ne suis pas sûr que si on avait fait un micro-trottoir, par exemple, sur à quoi sert le français ou à quoi servent les mathématiques, on aurait eu une telle diversité de réponses. Ce qui, à mon avis, est à la fois une faiblesse de l'éducation physique, parce qu'évidemment, l'image qu'elle renvoie à l'extérieur, c'est une image d'une discipline dont les services qui sont rendus ne sont pas vraiment clairs. Mais je crois que c'est aussi une force de cette discipline d'être en capacité de répondre à une diversité de besoins. Et aujourd'hui, alors là aussi, l'histoire le montre bien, hein, pendant très longtemps, l'élève ou l'individu a été appréhendé de manière très uniforme. Hein. C'était un élève épistémique, si on emploie des gros mots. Et je crois que l'un des apports des transformations de l'éducation physique sur le second XXe siècle et aujourd'hui, c'est justement d'avoir été en capacité de s'adapter à cette diversité, évidemment, qu'on connaît tous, hein, à l'échelle des territoires, à l'échelle d'un établissement, voire même à l'échelle d'une classe, en fait. Et je crois que vouloir, comment dirais-je, réduire l'éducation physique à une seule dimension, que ce soit la santé au hasard, que ce soit la citoyenneté ou que ce soit à la production d'une performance quelconque, je crois que c'est appauvrir aujourd'hui l'éducation physique et son rôle scolaire. Alors effectivement, l'histoire montrait que ces finalités ont évolué. Hein. Dans un premier temps, des finalités de régénérescence à destination d'une préparation militaire, puis des finalités plutôt à dimension hygiénique et médicale. Hein. D'ailleurs, ça permet aussi de dire combien aujourd'hui les débats rappellent certains débats de l'entre-deux-guerres. Parfois, ça en est presque saisissant, en fait, dans les mots mêmes qui sont utilisés. Puis des finalités beaucoup plus sociales et citoyennes. Certains ont pu aller jusqu'à considérer que l'éducation physique était aussi un moyen de préparer à pratiquer du sport à un niveau correct.
c'est assez discutable. Là, il faudrait évidemment qu'on développe davantage. Mais il reste que c'est une discipline, évidemment, qui s'est muée, qui s'est transformée, qui a connu une pluralité d'appréhension et d'acceptation. Et aujourd'hui, je crois que c'est une discipline qui se situe à un tournant à ce niveau-là. Je crois que, je le disais tout à l'heure, on est face à un vrai défi qui est lié à l'interpellation que fait le politique, notamment à destination de l'éducation physique, mais aussi aux interpellations de nos élèves, des parents d'élèves, de l'opinion publique. Et je crois que l'éducation physique, ou les acteurs de l'éducation physique, doivent peut-être se poser, réfléchir collectivement et envisager en quoi l'éducation physique a encore un sens au début du XXIe siècle. Et si oui, enfin, moi je suis persuadé évidemment que cette éducation physique a un sens, mais quel sens a-t-elle et peut-on s'entendre sur un minimum commun qui permette de donner une nouvelle forme de lisibilité à l'éducation physique? La première chose peut-être à faire, c'est que par rapport à cette question, c'est que je me dis que la première interrogation qu'il faut avoir, elle n'est pas par rapport à l'éducation physique. Dans un premier temps, elle est par rapport à l'école, puisque l'éducation physique étant une discipline scolaire, et il n'existe de l'éducation physique et sportive, de l'EPS qu'à l'école, il faut s'interroger sur la mission de l'école. Et là, bon, il peut y avoir aujourd'hui, au fil des politiques, diverses interprétations possibles. Pour nous, en tout cas, je dirais qu'elle tourne autour d'une sorte de triptyque qui donnera, me semble-t-il, le sens justement aux disciplines scolaires derrière qui vont mettre en œuvre ce triptyque. Le triptyque, pour moi, il est transmettre, faire apprendre, émanciper. Quand je dis pour moi, ce n'est pas que je parle parce que c'est moi qui parle, mais en fait, c'est des réflexions qu'on a collectives dans le cadre du SNEP, du Centre PS et Société. Transmettre pour que finalement le petit homme n'ait pas tout à reconstruire et puisse utiliser les outils que l'humain a fabriqués. C'est-à-dire, en gros, je ne refais pas l'histoire, je m'approprie un certain nombre de choses qui ont déjà été faites. Apprendre pour que chacun, et l'enfant notamment, sache qu'il est équipé pour apprendre justement. Et que c'est grâce à ce moyen-là qu'il va se développer. Et il doit s'en servir. Et puis enfin, émanciper pour devenir un acteur critique, un citoyen, un créateur, etc. Bref, pour être en bonne santé. Parce que contrairement à ce qu'on dit ou à ce qu'on peut penser, un des synonymes de santé, ce n'est pas simplement la bonne maintenance de l'appareil cardiovasculaire, c'est être émancipé. L'EPS est donc, pour moi, une des disciplines qui participe de ce mouvement. Et elle le fait avec les champs culturels qui sont les siens. Ces champs de référence que sont le sport, d'un côté, les sports, on pourra y revenir, et les arts corporels. En proposant à chacun, à l'étude, ce que l'humain a inventé au fil de l'histoire comme espace de jeu pour se développer. Parce qu'en fait, le fondement qui nous concerne, c'est celui-là, c'est-à-dire comment se développer tout en jouant, parce que ce système de sport, il s'est organisé autour des jeux. Mais je dirais qu'il y a une autre dimension qui s'est construite au fil de l'histoire, c'est que la force du sport, c'est qu'il est devenu un langage universel pour un certain nombre d'activités, mais pas pour toutes. Mais en tout cas, c'est devenu un langage qui fait qu'à un moment donné, à travers le partage de ce langage, on partage aussi ce que font et ce que disent les autres êtres humains. On partage des émotions notamment. Lorsqu'on voit quelqu'un qui joue avec une balle au pied, avec 2 espaces de marque, etc., on dit « Ok, il joue au foot. Je peux jouer si j'en ai envie, si je suis… Voilà, je peux y aller. » Je dirais c'est la même… Je fais le même parallèle avec la musique dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on entend quelqu'un qui fait un accord donné, qui un petit peu après, il passe au 4e degré, puis qui revient au 1er, puis qui va au 5e, puis qui revient au 4e, on dit « Ok, il joue du blues. » Si je connais le langage, je peux rentrer, je peux jouer, je peux participer, je peux m'amuser moi aussi, je peux partager ces émotions-là. Donc en fait, c'est ça la finalité, je dirais, essentielle de l'éducation physique, c'est de construire chacun, de permettre à chacun de doter chacun d'une culture commune pour devenir un être social émancipé.
C'est ça sa fonction principale. Et elle s'en acquitte, notre discipline, en proposant aux jeunes d'étudier un certain nombre d'absas. Je reprends le terme consacré. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de développer plus que ça. On pourra le faire s'il y a des questions. Mais globalement, je pense avoir transcrit un petit peu ce qui motive un petit peu la manière dont on appréhende la question. Non, mais bon, ce que vous dites tous les deux, ça souligne le fait que peut-être que nos disciplines dans une crise d'identité. Et on a vu apparaître là récemment un certain nombre de personnes qui, pour résoudre cette crise de l'identité, se disent mais pourquoi pas changer de nom? Alors j'ai envie de vous poser la question un peu à tous les deux en disant mais est-ce que ça vaudrait le coup qu'on troque le S de sport contre un S de santé tel qu'on a pu le voir apparaître pour nous aider à sortir, si tant est qu'on valide l'idée d'une crise d'identité, de sortir de cette crise actuelle. Alors, je ne sais pas qui souhaite se lancer en premier. On peut continuer dans le même ordre, puis après on changera le tour d'après. Allez, Michael, à travers l'histoire, c'est pas nouveau. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit innovant et une surprise pour tout le monde. Quel est ton point de vue sur cette Là, pour le coup, effectivement, on prend 80 ans dans la figure, quoi. Effectivement. Et quand je dis 80 ans dans la figure, je pourrais presque dire un siècle dans la figure, en fait. Parce qu'effectivement, s'il y a une finalité qui a marqué, j'allais dire, qui a traumatisé l'éducation physique, c'est bien la finalité de santé, la finalité hygiénique. Alors, elle a pris des noms évidemment diversifiés dans l'histoire, mais c'est quand même quelque chose qui a profondément façonné notre discipline. Alors effectivement, elle l'a façonné dans des moments où les besoins quand même étaient particuliers, étaient considérables. Hein. Les périodes d'après-guerre où il fallait reconstruire les esprits, reconstruire les corps, les problématiques sanitaires avec… Alors, on en connaît une aujourd'hui hein, avec le Covid, mais voilà, c'est pas le même type. C'est pas le même type d'épidémie que l'on a pu connaître dans l'histoire. Hein. Je pense par exemple à la question de la tuberculose ou à d'autres épidémies. Mais il reste que effectivement, c'est quelque chose qui est commun aux enseignants de l'éducation physique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vouloir aujourd'hui transformer le nom même d'éducation physique, alors en rajoutant, enfin, en maintenant un S et ce S en le faisant passer de sport à santé, moi, je trouve que c'est fondamentalement brouiller le message, en fait. Parce que est-ce qu'il y a une discipline à l'école qui a le nom d'une finalité? À ma connaissance, pas vraiment ou pas du tout. Et quand cette finalité sera évoluée, on va encore changer de nom. On va changer de nom tous les 10, 15, 20 ans. Bref, moi, je crois que vouloir mettre en avant la finalité de santé, c'est justement fragiliser une discipline qui est quand même dans une conjoncture où le sport est devenu un objet culturel légitime, que l'histoire montre que ça n'a pas toujours été le cas. Et au moment même où cet objet social est reconnu culturellement à sa juste valeur, eh bien, l'éducation physique va s'en détourner pour essayer de courir d'autres lièvres. Donc, je crois que tant au niveau de son positionnement scolaire, de son utilité sociale, vouloir tout recentrer autour de la santé, c'est au moins en partie fragiliser la discipline, mais aussi ses enseignants. Je crois que plus que le S, et Christian l'a dit tout à l'heure de manière un peu indirecte, je crois que c'est le E qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir. C'est de quelle éducation parle-t-on ? Que veut-on faire par l'intermédiaire d'une éducation du physique par le physique avec le physique, reposant sur une diversité d'activités sportives? Je crois que dans le micro-trottoir que vous avez fait, il y a un gamin qui répond au fait que si lui, il n'avait pas eu d'éducation physique et sportive, eh bien il n'aurait pas fait de sport à l'âge adulte. Et je crois que rien que ça, c'est quand même assez fabuleux et ça donne un sens majeur à cette discipline. Si on va encore plus loin, je ne veux pas être trop long, hein, mais on s'aperçoit que tu faisais référence effectivement aux différentes conjonctures historiques.
j'ai fait référence à l'entre-deux-guerres. Si on s'intéresse par exemple à la période des années 40 et 50, où effectivement on est dans une période où là, la question sanitaire est centrale. Il y a beaucoup de traités, d'ouvrages, de préconisations qui sont faites pour lier la pratique physique à la santé. Et en fait, on s'aperçoit que l'efficacité est modérée. C'est-à-dire qu'effectivement, l'école met en place des dispositifs à des fins de santé, mais lorsque les jeunes deviennent moins jeunes et rentrent à l'âge adulte, dans la vie active, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. C'est-à-dire que l'entrée dans leur vie active correspond à un arrêt de l'activité physique. Et moi, j'ai mené un certain nombre d'entretiens avec ces personnes qui ont vécu cette période-là, tous m'ont dit que la contrainte médicale était tellement forte lorsqu'ils ont vécu l'éducation physique telle qu'ils l'ont faite sur ce régime-là, que la première chose qu'ils ont souhaité lorsqu'ils ont quitté l'école, c'est tout arrêter en fait. C'est-à-dire que trop de santé, finalement, tuerait la santé, si on peut dire les choses comme ça. Bon, ce que tu dis, c'est vrai que ça fait aussi écho à ce qui se passe dans certains pays européens. Et alors, Christian, le SNEP, est-ce qu'il est prêt à troquer le S de sport contre un S de santé? Et deuxième question que j'ai envie de te poser aussi pour finalement, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire comme les autres pays européens et de s'appeler éducation physique et non pas éducation physique et sportive? Donc, au lieu de troquer, on supprime le S. Qu'est-ce qu'en pense le SNEP de cette proposition-là? Moi, je pense je voudrais avoir plusieurs éléments de réponse et puisque je suis avec Michael, là, un historien, dire qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je peux non pas faire de l'histoire, mais témoigner des choses, parce que c'est vrai que la question, moi je me souviens dans la fin des années 70, dans les études, quand on préparait le concours, on avait déjà ces sujets, parce que l'ES, sans l'ES, etc. Donc ça me fait drôle aujourd'hui de revenir à cette période-là. Non, je voulais témoigner d'une chose par rapport aux problématiques dans lesquelles les moments dans lesquels on pose cette question-là, comme ça peut se passer aujourd'hui, et ça s'est passé un petit peu déjà l'an dernier, c'est quand il y a une provocation, je dirais, politique qui nous amène à un moment donné à considérer que le PS peut être attaqué. Bon. Et donc, cette chose-là arrive, et du coup, la réponse, c'est oui, mais si on était autrement, on serait peut-être moins attaqué ou pas attaqué, etc. Alors moi, là, je vous ai juste témoigné, encore une fois, de mon activité à la fois professionnelle et syndicale, mais j'ai commencé à avoir des responsabilités, je dirais, dans le champ pédagogique du SNEP là, dans les années 90. Je n'ai jamais vu et entendu un politique, un dignitaire, un énarque, etc., un ministre, nous dire remettre en cause l'éducation physique parce qu'on aurait été sportif, trop sportif, pas assez sportif, etc. Le politique, aujourd'hui, et depuis la fin des années 70, il est organisé par une chose principale, c'est l'économique. C'est ça la question. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on pourrait pas, et d'autre part, des politiques qui petit à petit considèrent que l'éducation, c'est des dépenses, et ce n'est pas un investissement, c'est des dépenses. Et donc, il faut qu'on réduise la circonférence de l'éducation, du service public d'éducation. Je vous rappelle quand même qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, on est passé à un investissement d'une part de PIB de 7,5% à 6,5% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a perdu, en gros, l'équivalent de 20 milliards d'investissement de la part de l'État dans l'école. Et donc, dans ce chemin-là, il faut chercher à faire des économies. Et évidemment, le salaire des enseignants dans le système éducatif, ça pèse. Si demain, on peut remplacer des enseignants par autre chose, que ce soit pour faire du sport, de la musique, de l'EMC, voire même de l'histoire géo, c'est zéro problème. Zéro problème. Blanquer, il est en train d'essayer de remplacer les enseignants par des contractuels. Voilà. Donc, je ne pense pas que le problème soit un problème d'identité par rapport à ce que les politiques décident ou pas. Je pense que ça serait un petit peu, et je dirais même d'une certaine manière, ça pourrait être même contradictoire, puisque le phénomène sportif
étant très, très, très important dans nos sociétés, il pourrait même nous reprocher, et d'ailleurs la Cour des comptes l'a fait, la Cour des comptes, c'est la Cour des comptes, il compte les sous, l'a fait en nous disant mais finalement l'éducation physique elle n'est pas assez sportive, je vais un petit peu vite. Donc voilà, on peut même nous reprocher ça. Alors, un deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, je disais de quoi on parle quand on parle du sport, mais quand on regarde ce qui se passe dans des endroits un peu plus fragiles que le second degré pour l'éducation physique que peut être le primaire, par exemple, ce n'est pas les fédérations qui sont, c'est pas le sport fédéral qui va venir nous supplanter, c'est les collectivités territoriales, voire même aujourd'hui un mouvement qui se dessine de privatisation, c'est-à-dire d'officines, d'associations qui, avec des grands principes et des grandes idées, font des kits qui vont venir, proposer dans l'école primaire. Donc, la concurrence, elle n'est pas là non plus sur le champ. Est-ce que vous êtes sportif, pas sportif? Elle est sur combien ça coûte et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer finalement de choses qui pourraient marcher, pour les jeunes. Et de ce point de vue-là, il me semble que là, il y a une véritable attention à porter, c'est-à-dire la privatisation aujourd'hui qui n'apparaît pas, qui n'est pas visible dans les médias, que les enseignants ne voient pas, elle est pourtant rampante et elle est toujours potentiellement à activer par un gouvernement qui voudra demain, et il avait fait avec le 2S de 7, je vous rappelle que Blanquer avait dit ça préfigure l'école de demain. Donc, ça, je pense que c'est du point de vue de la concurrence, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Enfin, encore autre idée qui me paraît importante. Parce que bizarrement, et là je me place là encore une fois sous le regard de l'historien, c'est la lente, je dirais, construction d'une EPS sportive portée par un corps d'enseignants qui s'est doté d'un syndicat puissant pour les défendre et promouvoir la discipline. C'est la reconnaissance de cette discipline sportive par les enfants, les jeunes, les parents, etc., qui a produit ce qu'on appelle rapidement l'éducation physique et sportive à la française. C'est-à-dire, quand on regarde aujourd'hui dans les autres pays européens, Bruno me posait la question, eh bien, les éducations qui ne sont pas de ce type-là, eh bien, elles sont aujourd'hui à 2 heures par semaine, voire optionnelles, etc., etc. Donc, je me dis, quelle curieuse idée aujourd'hui de se dire, le bilan qu'on fait de l'histoire, même si, je pense qu'il faut, je le dis tout de suite, mais il faut l'avoir en tête, on n'est pas, je veux dire, il n'y a rien qui est magique et il n'y a rien qui est top dans ce qu'on fait. On peut aller beaucoup plus loin et on est en train de faire d'élaborer des propositions, d'ailleurs, on pourra y revenir. Donc, quelle curieuse idée aujourd'hui de remettre en cause cette chose-là qui repose, à mon sens, sur des faits, pour le troquer. Alors là, c'est plus simplement le problème du S ou du pas de S, c'est le troquer pour quelque chose qui potentiellement va nous amener sur ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire une éducation physique beaucoup plus rabougrie que ce qui existe chez nous et que tout le monde nous envie. Et je ne parle même pas du sport scolaire, parce que ça aussi, c'est un phénomène qui aujourd'hui est reconnu mondialement. Donc, il me semble que cette volonté encore une fois, au regard de ce que j'ai dit, je trouve curieuse, mais qui est sans doute portée par de bonnes intentions, hein, mais qui ne correspond pas à l'analyse minutieuse du rapport de force aujourd'hui et des politiques qui sont menées, nous tirera par le bas. Je crois que c'est ça. Alors, sans jeu de mots, nous tirera par le bas, c'était pas volontaire. Il faut au contraire être offensif, et moi, encore une fois, je fais un retournement de la proposition. Je dirais que la seule formation sportive et artistique pour tous et toutes, c'est l'éducation physique et sportive. Mission de service public, gratuité. Merci Christian. Tu posais la question de qu'est-ce que l'éducation physique? Bonjour Garance. Bonjour. Peux-tu nous donner la signification des lettres EPS? Bien sûr, c'est facile. En fait, c'est que E pour éducation. Éducation, ça veut dire qu'on éduque des enfants pour qu'ils réussissent à faire du sport, pour qu'ils apprennent à faire du sport. On les apprend. Sport, S pour sportif. Sportif, ça veut dire qu'on fait du sport et c'est quand on veut dans des clubs. Et
P pour physique. Parce que physique, c'est quand on bouge. Quand on fait des ateliers de sport, on bouge. Voilà. Bien. Finalement, les enfants sont assez clairvoyants sur l'identité de notre discipline. Elle dit, donc Garance, on pourra la remercier d'avoir fait ce petit témoignage, elle dit que si on veut dans des clubs de sport. Alors Christian, tu avais l'air de dire que finalement la concurrence ne venait pas forcément du monde fédéral. Et tu disais des officines privées. Pourtant, bon, quand même, l'épisode de Z2C a marqué. On l'a eu aussi dans le passé. Alors, je sais que Michael Attali, tu es dans un laboratoire qui justement a travaillé sur cette question-là. Aujourd'hui, on voit des ONG, comme par exemple Play Pédagogie, tu nous en diras un peu plus, qui se développent de plus en plus. Est-ce qu'il ne faut pas analyser aussi aujourd'hui une nouvelle poussée de la concurrence, pas simplement du côté du monde fédéral, tel qu'on pourrait l'imaginer, quoique il faudrait le discuter. Peut-être, Christian, tu nous diras si effectivement aujourd'hui tu perçois un vrai risque du côté des fédérations dans les rencontres et les relations qu'on peut avoir le SNEP FSU. Michael, toi, je voudrais te demander, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette analyse des ONG, de leur lien avec l'école? Qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tes collègues perçoivent de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans l'école du XXIe siècle? Là aussi, c'est une question qui est à la fois assez vaste et extrêmement stimulante. En fait, c'est vrai que nous, depuis un petit moment, on travaille sur ce secteur qui se développe, on va dire, depuis la fin des années 90, début des années 2000. Notamment sous l'impulsion des dispositions qu'a formulées l'UNESCO à l'échelle internationale. Et effectivement, on a toute une série d'associations, parfois des ONG, à d'autres moments des structures de nature diverse, qui essayent ou qui développent des propositions parfois extrêmement ambitieuses, justement pour faire du sport un outil d'éducation, en fait, un levier d'éducation, souvent à destination de publics marginalisés. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui sur lesquels nous on porte beaucoup notre attention, par exemple à destination des migrants, des réfugiés, des personnes présentant des vulnérabilités. Alors, c'est des associations qui interviennent beaucoup dans des pays en difficulté. D'autres interviennent aussi sur le territoire national. Donc voilà, on a un panel relativement large. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette situation, qui est encore une fois une situation de transformation majeure à mon sens, dont d'ailleurs je ne suis pas sûr que le monde de l'éducation physique ait pris véritablement la mesure. J'ai l'impression que c'est un impensé, voire que c'est quasiment invisible dans le radar des acteurs de l'éducation physique pour le moment. Cette situation, moi, je ne la penserai pas en concurrence, je la penserai en complémentarité, en fait. Parce que penser en complémentarité, c'est être en capacité de définir et de dire ce qui fait la spécificité de chacun des acteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un véritable défi pour l'éducation physique, le même type de défi qu'on avait dans les années 70, quoi. C'est-à-dire que dans les années 70, le politique, il nous dit quoi? Il nous dit que l'éducation physique, c'est plus de l'éducation, c'est de l'animation. On devient des animateurs, en fait. On devient des gens qui prennent en charge des gamins, qui les font bouger pour que derrière, ils soient plus efficaces dans les enseignements, évidemment, qui sont fondamentaux et dont on sait bien qu'ils sont beaucoup plus importants. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la communauté des enseignants d'éducation physique, elle ne se contente pas de faire les manifs, d'insulter un tel, ou de balancer des œufs pourris et des tomates pourries à la figure de Pierre Mazot quand il fait son tour de France pour sa loi. Non, les acteurs de l'éducation physique se retroussent les manches et repensent complètement le périmètre de leur discipline. Quand je dis périmètre de leur discipline, évidemment, c'est quels sont les supports d'enseignement, les modalités d'enseigner. Les années 70, moi c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, parfois ils ont du mal à le saisir ou peut-être à le comprendre, parfois peut-être à me croire, je ne sais pas. Mais pour moi, les années 70 sont une décennie assez fabuleuse en termes d'innovation pédagogique. Je crois que dans l'histoire, c'est probablement la décennie la plus innovante dans le domaine de l'éducation physique. Et cette innovation assez magistrale, assez incroyable, elle part d'une remise en question
de ce qu'est l'éducation physique dans ses missions, dans ses manières d'intervenir, de prendre en charge les gamins, etc. Je le disais, l'éducation se mue en animation, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une conjoncture qui est relativement équivalente, qui est assez proche. Encore une fois, donc de la part de ces nouveaux acteurs qui n'existaient pas ou très peu il y a 20 ans, tu as cité Play International, mais encore une fois, il y en a des dizaines et des dizaines aujourd'hui. Mais aussi une interpellation, hein, parce qu'on n'a pas vraiment évoqué, du monde fédéral, parce que l'appel d'air que constituent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 fait que, et on le voit bien hein, par l'intermédiaire des positions qui sont prises notamment par le président du CNOSF, aussi par certaines dispositions qui sont envisagées par l'Agence nationale du sport aujourd'hui, hein, on voit bien que le monde fédéral, le monde sportif, entre guillemets classique, j'aime pas ce terme, mais voilà, on voit à quoi ça correspond, est en train d'affiner un petit peu ses propositions pour être aussi, pour se positionner sur le terrain éducatif. Donc on voit que finalement l'éducation physique, bien, elle est interpellée par cette situation. Et quelles sont les réponses aujourd'hui? Je ne crois pas que la meilleure des réponses est de dire que l'éducation physique, c'est la santé, quoi. Parce qu'au passage, le 2S2C, les deux premiers S, c'est sport santé. Hein. Donc, vouloir dire que désormais l'éducation physique, c'est la santé, ben, c'est peut-être aussi donner du grain à moudre à une institution qui aujourd'hui comme hier, considère que les profs d'éducation physique, c'est des gentils petits animateurs bien sympas, qui n'ont pas besoin d'être payés pour un niveau de formation qui est à Bac+5, et que finalement, on peut faire appel à des éducateurs qui sont formés sur des durées beaucoup plus courtes, qui sont payés au lance-pierre et qui sont convenables à merci. Parce que l'un des enjeux, et Christian évidemment à juste titre aussi le mentionnait hein, quand il nous a proposé ces chiffres, l'un des enjeux il se situe aussi à ce niveau-là, quoi. Donc je crois que la meilleure des réponses qu'on ait à donner, c'est une réponse sur le terrain de l'éducation. Qu'est-ce qu'on apporte? À quoi on contribue? Qui est-on en définitive? Christian, sur le monde fédéral, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté très forte de rentrer dans l'école? Moi, je ne sais pas sur quels indices on peut se baser pour dire ça. Hein. Il y a eu l'épisode 2S2C qui était l'an dernier, qui était dans un contexte très particulier où il y a eu une poussée, pas du mouvement sportif, il y a une demande de Masseglia et d'autres qui étaient en panne de travail et puis qui galéraient comme tout le monde pendant le confinement et qui disaient nous, on voudrait bien aussi un petit peu avoir des dédommagements. Et donc, ils ont bricolé ce truc-là, de dire qu'il faut voir aussi que le contexte était très particulier. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le mouvement sportif ait les moyens de rentrer massivement dans l'école. Je rappelle quand même que depuis maintenant pratiquement plus de 20 ans, il y a une quarantaine de conventions qui sont signées entre le mouvement sportif et l'école et l'éducation nationale. Ça a produit quoi? Ça a produit rien du tout, pas grand-chose, en tout cas des petits bricoles ici ou là. Donc, je veux dire, les conventions, elles permettaient ce type de rapprochement, et pourtant, il ne s'est rien passé. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas cette chose-là. Une des discussions que soulève Michael, qui est la question finalement du travail en commun, de la complémentarité, éventuellement, enfin de termes de ce type-là, mais en tout cas d'un travail en commun pour avoir un objectif aujourd'hui, c'est finalement le développement de la culture, encore une fois, sportive, artistique, pour tous. Et là, du point de vue de la démocratisation, il y a beaucoup de choses à faire, à mon sens, et de mise en relation entre le monde de l'école, qui est le monde, encore une fois, obligatoire, qui lui va s'attacher à essayer de faire réussir tout le monde, etc., et le monde extrascolaire, plus large, associatif, fédéral et autres. Et je pense que ce travail-là, il n'a jamais vraiment été fait. Il n'a jamais vraiment été fait. On n'est pas rentré dans ce type de réflexion sur justement la part des uns, la part des autres, la reconnaissance, etc. Et comment de tout ça va pouvoir fonctionner. Parce qu'encore une fois, je crois que les politiques aujourd'hui, elles sont soucieuses simplement de faire des économies sur un certain nombre de choses et d'avancer comme elles peuvent dans ce registre-là. Donc, pour moi, si on a comme objectif la démocratisation, en tout cas, nous, c'est une idée qu'on partage, c'est-à-dire l'UNESCO, il parle du droit au sport. On en est loin aujourd'hui, on en est loin. Les classes les plus défavorisées n'ont pas accès.
véritablement à des pratiques de qualité. La construction ou la non-présence d'installations sportives à proximité limite un certain nombre de choses dans les zones rurales et ailleurs, etc. Il n'y a pas suffisamment de piscines pour tout le monde. Donc, il y a des thèmes de travail qui nous permettraient aujourd'hui de se poser la question politique de la démocratisation de tous pour enrayer. Alors, Bruno a parlé au début des problèmes liés à la sédentarité, etc. Mais s'il y a un problème social auquel on doit s'attacher, celui-là en est un parmi d'autres. Donc, voilà, il y a des choses à faire, mais à mon avis, on n'a pas mené ce travail-là. Et par rapport à la question de l'école, parce que c'est quand même un peu notre sujet, notre problématique, et notamment sur les débats autour de ce dont on parle, c'est-à-dire ces débats autour de concurrence. Nous, attention, on n'est pas eux parce que nous, on a des finalités, etc. Alors qu'aujourd'hui, comme tu le disais, le monde sportif s'oriente à fond vers le sport santé parce que c'est là qu'il y a de l'argent européen et compagnie. Donc, ils mettent en place des trucs. Si nous, on vient sur ce terrain-là, on va en multiplier la concurrence, et y compris avec les médecins, y compris avec le développement des coachs privés. Moi, j'ai des élèves, je leur racontais dans je ne sais plus à quel moment, dans une intervention aussi comme celle-ci, que j'ai des élèves qui m'ont dit on faisait du travail de musculation, ils ne voulaient pas faire ce que je leur proposais parce que leur coach leur avait dit que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, ce n'est pas le monde fédéral là, qui venait, c'était des coachs privés qui venaient pour travailler sur le bien-être des gens. Et il y a des adolescents aujourd'hui dans mon établissement qui ont des coachs privés pour les mener. Bon, enfin bref. Donc, je crois que là, oui. Et donc, il faut qu'on travaille sur cette question-là de la démocratisation, de l'accès de tous, et que là, il y a beaucoup de choses à faire. Il me semble que en éducation physique, j'ai encore 2-3 minutes. Non, il me semble que il y a quand même une chose qui est très, enfin, moi que je perçois au travers de mon itinéraire professionnel dans la profession, parce que je crois qu'une bonne partie des problématiques liées autour du EPS Sport est interne à la profession. Même si on nous interpelle ici ou là, bon, c'est interne à la profession. Et c'est interne à l'école, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est toujours sur une logique scolaire qui crée des hiérarchies dans les disciplines, et on a en haut de l'échelle ce qui est de l'ordre de l'intellect, ce qui est de l'ordre des sciences, des humanités, etc. Et on a en bas de l'échelle la culture technique, la culture professionnelle, etc. L'orientation se fait par défaut et compagnie. Et je pense que les enseignants de PS eux-mêmes, à un moment donné, ont un peu intégré cette idée-là en disant non mais attention, courir vite c'est pas très important, courir longtemps c'est pas très important. On le dit pas pour le savoir nager parce que tout le monde dit bah oui c'est vachement important quand même de savoir nager, donc on le dit pas pour ça, mais on le dit pour le reste, savoir c'est pas très important. Et finalement peut-être que des fois on scie la branche sur laquelle on est assis nous-mêmes quoi. Et je regarde là on a critiqué les derniers référentiels qui renvoient non pas simplement à la question de la sportivité, mais aussi finalement, au bout du compte, à la question de pour utiliser un terme commun, la motricité. Dans les évaluations bac aujourd'hui, c'est ramené à 12 points, c'était à 14 il n'y a pas très longtemps, et c'était déjà une baisse par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est à 12 points. Et je me dis, demain, ça va être quoi? Demain, ça va être quoi? L'éducation physique, ça va devenir quoi si on continue sur ce chemin-là? Donc, moi, je pense qu'au contraire, il faut être très offensif et revaloriser le fait qu'aujourd'hui, savoir nager, savoir courir, savoir jouer au handball, savoir jouer au basket, savoir s'amuser dans telles conditions, acquérir des techniques corporelles, c'est quelque chose qui est fondamentalement humain et qui permet de se développer sur tous les plans. Alors, on va continuer à discuter ensemble. Je vous encourage, les participants, que ce soit sur Zoom, sur Facebook, à commenter parce que vous savez que ça permet qu'on puisse rendre davantage visible cette discussion et ce débat. Alors, dans la dernière intervention que fait Christian, tu fais référence aux acteurs du monde de l'éducation physique et sportive, que sont les professeurs de PS. Et Michael, dans la préparation de l'émission, j'ai commencé à lire un petit peu, bon pas tout, parce que tu as quand même beaucoup écrit pour connaître ce qui est, mais tu as notamment écrit un ouvrage sur la question de la démocratisation de l'éducation physique et sportive, de 45 à nos jours. Et tu as écrit plusieurs articles, dont aussi, il y avait une interview croisée dans un contre-pied, il y avait 20 ans, avec Jacques Rouillet. Et toi, ton angle, un peu ton regard, c'était que tu trouvais finalement que les acteurs, que sont les profs de PS,
ont été cruciaux dans la démocratisation de l'éducation physique et sportive dans la société et dans l'école. Et tu trouvais que cet angle-là n'était pas finalement assez valorisé dans la lecture historique de l'évolution de l'éducation physique et sportive. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur ce qui constitue quand même une bonne partie de tes travaux? Oui, effectivement, moi quand j'ai débuté à faire de la recherche dans le domaine de l'histoire du sport et de l'éducation physique, comme tout bon étudiant, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, j'ai commencé par faire une revue littérature. Et j'ai vite constaté en fait qu'à l'époque, alors ça ne me rajeunit pas, hein, c'est une vingtaine d'années, fin des années 90, début des années 2000, on va dire ça comme ça, la plupart des travaux qui avaient été menés, alors pas tous, hein, je ne veux pas non plus exagérer à ce niveau-là, mais la plupart des travaux à l'époque étaient des travaux qui portaient beaucoup sur une approche macroscopique de l'éducation physique, c'est-à-dire qu'il y avait des textes officiels, il y avait des grands noms, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les concepteurs de l'éducation physique, Pierre Parlebas, Robert Méran, des grands noms politiques, Maurice Herzog, Pierre Mazot, Alain Savary et d'autres. Et en fait, ces dimensions-là avaient tendance un peu à capter et donc à caractériser ce qu'était l'éducation physique. Et finalement, moi, ce que j'appelle les invisibles de l'histoire, c'est-à-dire que les enseignants d'éducation physique, dont on a pour beaucoup oublié le nom, parce qu'ils n'ont pas écrit ou très peu, parce que leur quotidien a été d'éduquer des enfants par l'intermédiaire des activités physiques et sportives, en fait, on n'en connaissait pas grand-chose, on ne savait pas finalement, on ne savait pas vraiment ce qu'il avait fait, quoi. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est véritablement m'intéresser à ce côté-là de l'éducation physique, ce qu'on pourrait appeler presque la face cachée de l'éducation physique. Alors, depuis, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés, je suis loin d'être le seul et je tiens à le dire. Alors effectivement, moi je me suis intéressé, comme je le disais au début, dans un premier temps au rôle qu'a pu jouer le SNEP et le SNEEPS, les deux grands syndicats de l'histoire dans le domaine de l'éducation physique. Et puis évidemment, je me suis intéressé à la EPS, qui était aussi un acteur majeur. Puis je me suis intéressé à la revue EPS, où j'ai dépouillé, je crois, à peu près tous les articles qui avaient été publiés depuis le mois de juillet 1950. Et puis en croisant différents niveaux, en menant des entretiens, j'ai essayé de comprendre finalement qu'est-ce qui était déterminant pour un enseignant lambda dans son établissement scolaire pour l'amener à enseigner de telle manière ou de telle autre, pour l'amener à innover, pour l'amener à prendre des distances à l'égard des textes officiels dont on avait l'impression qu'ils faisaient tout, qu'ils disaient tout et qu'ils déterminaient tout, alors qu'en fait, dans les faits, on s'aperçoit très rapidement, que ce soit hier ou aujourd'hui, que les textes officiels, c'est un cadre dans lequel, évidemment, les enseignants font ce qu'ils ont envie de faire et surtout essayent de répondre aux exigences et aux contraintes qu'ils rencontrent dans leur établissement scolaire. Donc effectivement, je crois que, et pour en revenir à notre question du jour, je crois que tout autant que les orientations générales qui sont définies par les uns et par les autres, je crois que c'est justement aux enseignants de répondre aux questions et aux défis qui se présentent à nous, quoi. Et parce que je crois qu'ils en ont les capacités, mais surtout parce que c'est les mieux placés pour savoir ce qui se joue sur le terrain aujourd'hui dans le domaine de l'éducation physique. Merci. Alors, peut-être pour continuer un petit peu encore, avant éventuellement de demander s'il y a des questions, des précisions, Michael, tu dis, dans l'analyse un petit peu de l'activité syndicale, tu dis que l'on est passé d'une activité syndicale revendicative à une activité syndicale qui intègre une activité pédagogique incitative. Alors bon, ça résonne pas mal pour nous ce que tu dis là. Et Christian l'a un peu évoqué tout à l'heure quand il parlait du travail que le SNEP a commencé à lancer, ça fait 3-4 ans, sur la question de programmes alternatifs, étant en désaccord avec l'absence de programmes que l'on considère proposés par le ministère. Non seulement on l'a protesté, mais on a aussi produit des programmes alternatifs. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ce changement un peu que tu observes dans l'activité syndicale, que toi tu caractérises un peu comme ça, du revendicatif finalement à une intégration de l'activité pédagogique?
Oui, rapidement, effectivement, alors que le SNEP, beaucoup, tout à l'heure, j'évoquais le SNEPS, l'a fait un petit peu moins. Est-ce que c'est peut-être pas l'une des raisons pour lesquelles le SNEPS, à un moment donné, a disparu ou a été reconfiguré pour être aspiré par d'autres organisations syndicales? L'une des spécificités du SNEP, effectivement, c'est de s'être impliqué, mais finalement assez tôt, en fait, dès les années 50, de s'être impliqué dans le domaine pédagogique. Et c'est vrai que ce n'est pas dans l'ADN classique d'une organisation syndicale que d'être à ce niveau impliqué sur les modalités d'enseignement, sur les contenus support des apprentissages, enfin, sur toute une série de questions. Le SNEP, dans le monde syndical aujourd'hui, enfin, encore aujourd'hui, hier c'était déjà le cas, mais je crois encore aujourd'hui, reste finalement original, particulier. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de syndicats qui aillent aussi loin dans l'engagement pédagogique. Alors évidemment, c'est aussi à double tranchant. Il faut aussi avoir un regard critique à cet égard, parce qu'effectivement, les préconisations ou les positions que peut prendre le SNEP ont une incidence sur le terrain, parce que beaucoup d'enseignants, évidemment, sont sensibles aux orientations que peut définir le SNEP, parce que pour plein de raisons, parce qu'évidemment, en dépend aussi la reconnaissance professionnelle, en dépend le volet corporatif, mais il reste qu'on peut difficilement négliger ce type d'orientation pour essayer de comprendre, encore une fois, ce qu'est l'éducation physique aujourd'hui. Et peut-être que c'est aussi aujourd'hui l'un des rôles du SNEP que d'engager ce débat. Il y a quelques années, le SNEP avait organisé, je crois de mémoire, les EPSILIAD. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en est pas arrivé à un moment nécessaire pour organiser un événement du type les assises de l'éducation physique ou je ne sais quoi? Parce que je crois que dans le champ de l'éducation physique, aujourd'hui, il y a plus. Enfin, la EPS est toujours là, mais elle est moins visible, bien qu'elle fasse beaucoup de choses. En région, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent sous l'égide de la EPS, mais en termes d'audience, effectivement, je crois que le SNEP continue aujourd'hui à avoir une résonance assez considérable. Christian, du revendicatif à l'incitatif pédagogique, est-ce que ça résonne pour toi en tant que, parce qu'en plus tu fais partie de la partie pédagogique et éducative du SNEP? Je crois que oui, la particularité du SNEP, pour tout un tas de raisons historiques, évidemment, ils ont amené ce syndicat à traiter des questions pédagogiques, mais je dirais que finalement, ce qui est surtout déterminant, c'est qu'on a construit un syndicalisme de métier. C'est-à-dire quelque chose qui est, même au-delà de la question simplement pédagogique et corporatiste d'un côté, etc. etc. C'est-à-dire que je vois par exemple, au SNEP, on ne traite pas des questions pédagogiques sans traiter dans le même temps, alors ce n'est pas toujours les mêmes personnes, et c'est même pas, voilà, il faut démultiplier les choses, mais sans parler par exemple des installations sportives. C'est-à-dire sans parler des conditions qui permettraient aujourd'hui une élévation du niveau, de la qualité de l'éducation physique. Parce que des bons programmes ou des bonnes formations et tout ça, si on est sur des terrains vagues pour faire de l'éducation physique, ça marche pas non plus. Donc, je pense que ce qui caractérise surtout le SNEP, c'est cette imbrication et cette capacité à prendre en charge une complexité des choses qui permettent à chacun de s'y retrouver. C'est pas pour Rien que voilà, on se retrouve aujourd'hui toujours avec un taux de syndicalisation extrêmement élevé par rapport à l'ensemble des syndicats, qu'on continue à avoir ce type d'audience et qui fait qu'à un moment donné, on est reconnu. Alors, on peut être pas d'accord avec nous, évidemment, il peut y avoir des contradictions, et ça c'est normal, c'est le jeu normal de la discussion, mais en tout cas, on essaye de prendre en compte toutes ces dimensions-là, et des fois, la réponse à une question, elle peut venir justement du travail qui est fait sur un autre registre, qui soit corporatif
ou qui soit d'ordre je dirais, des conditions matérielles de travail. On peut prendre des exemples tout simples qui montrent cette imbrication entre les deux. Prenons l'exemple des apprentissages massés, c'est-à-dire de la possibilité à un moment donné de regrouper des horaires pour faire un stage ou pour faire des choses qui sont massées. On sait que pédagogiquement, ce sont des choses qui peuvent marcher, mais ça impacte tout un tas d'autres choses, les modes de vie des enseignants, ça impacte les problèmes des services, qu'est-ce qui se passe quand on est malade, enfin, il y a tout un tas de répercussions qui fait qu'à un moment donné, ben voilà, on va tenir une position qui va essayer de prendre en compte les deux choses. Donc, je crois que c'est ça qui véritablement caractérise le SNEP. Bien évidemment, sur les plans pédagogiques, je pense qu'on a été les premiers et on continue aujourd'hui à avoir, si j'en juge un petit peu les regards que peuvent avoir, y compris les syndicalistes partenaires ou même adversaires, c'est qu'ils ne peuvent pas ne pas reconnaître le travail qui est fourni dans ce registre-là et le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on envoie une revue qui s'appelle Contre-pied, qui contient une quantité phénoménale de réflexions sur le plan pédagogique et qui est envoyée à tous les syndiqués. C'est-à-dire il y a un tiers de la profession aujourd'hui qui reçoit cette revue-là. Donc voilà, je pense que c'est une originalité. J'espère qu'on tiendra cette originalité longtemps. Merci à tous les deux, à Christian et Mickaël, pour ce dialogue qu'on a eu ce soir avec vous. Alors, pour clôturer cette soirée, je vais laisser Fabrice envoyer le jingle du kiosque et on va vous présenter 3 ouvrages pour aller vers la fin de cette 3e soirée de l'EPS.